Début février 2026, une nouvelle tombe et elle fait l'effet d'une bombe. Les données personnelles de tout un tas de responsables politiques se retrouvent dans la nature. Forcément, tout le monde pense tout de suite à une cyberattaque massive, mais vous allez voir, la réalité est bien plus subtile. Et peut-être même plus inquiétante. Allez, on décortique cette affaire ensemble. Et là, la réaction, elle est immédiate. C'est Yaël Braun-Pivet, la présidente de l'Assemblée nationale elle-même, qui prend la parole et qualifie la situation d'extrêmement grave. Des mots très, très forts, hein. Ça donne tout de suite une idée du choc tout en haut de l'État. Et il y a de quoi. On parle quand même des données perso de 127 députés et agents de l'Assemblée. Et attention, elles ne sont pas juste sur un petit site obscur, non. Elles sont exposées sur des plateformes comme Bridge Forums, pour ceux qui connaissent, c'est un peu le supermarché des données volées. Franchement, l'ampleur du truc, ça donne le vertige. Ok, alors, première étape de notre analyse, la panique au Palais Bourbon. Parce que oui, c'est bien une véritable crise qui éclate au cœur de l'Assemblée nationale. Imaginez la scène. La première chose qui vient à l'esprit de tout le monde, c'est l'hypothèse la plus terrifiante, un piratage. Une attaque directe contre les serveurs ultra sécurisés de l'Assemblée. Si c'est ça, les implications pour la sécurité nationale sont juste désastreuses. Sauf que, voilà, l'enquête avance et petit à petit, l'histoire commence à changer. Complètement. On va donc maintenant disséquer cette fuite de données pour voir ce que les enquêteurs ont vraiment trouvé sur la table. Et là, on arrive vraiment au point de bascule de toute cette affaire. Les équipes informatiques de l'Assemblée ont eu une seule question cruciale à résoudre. Est-ce qu'on fait face à un piratage, un vrai, un dévastateur, ou est-ce que c'est autre chose ? En gros, il y a deux pistes sur la table. Scénario numéro 1, le piratage direct. Des hackers qui forcent les serveurs et qui repartent avec des infos confidentielles. Classique. Scénario numéro 2, la compilation de données. Là, c'est différent. Quelqu'un a patiemment ramassé des infos un peu partout, sur des sources publiques, et a tout mis ensemble. Et croyez-moi, la différence entre les deux, elle est énorme. Et la réponse, elle tombe, c'est la conclusion de l'enquête interne, et elle est sans appel. La présidente de l'Assemblée le dit elle-même, noir sur blanc, les informations ne viennent pas d'une attaque des bases de données. D'un coup, tout le scénario du grand piratage, il s'écroule. Alors attendez, si ce n'est pas un piratage, d'où est-ce qu'elles viennent ces données ? Eh bien c'est là qu'on entre dans le monde un peu trouble des sources ouvertes. On va voir comment des informations qui semblent totalement banales, inoffensives, peuvent en fait devenir de véritables armes. Cette méthode, elle a un nom. C'est l'OSINT, pour Open Source Intelligence. En français, on dirait renseignement d'origine source ouverte. Mais attention, ce n'est pas du hacking, hein. On ne force aucune porte numérique. C'est plutôt un travail de fourmi, un travail méticuleux pour collecter et analyser tout ce qui est déjà public. Pensez à un documentaliste, mais avec des intentions beaucoup moins sympathiques. Mais alors concrètement, ils ont trouvé ça où ? Eh bien, un peu partout en fait. Sur les sites web officiels de l'Assemblée, sur les portails d'open data, dans des communiqués de presse, sur les profils des réseaux sociaux, et même, tenez-vous bien, dans les annuaires publics des permanences parlementaires. Vous voyez, il n'y avait rien de secret. Tout était déjà disponible, juste éparpillé aux 80. Et cet acte, le fait de rassembler toutes ces infos et de les jeter en pâture sur Internet dans le but de nuire, ça a un nom. Ça s'appelle le doxing. Et là, on comprend bien que la cible, ce n'est pas le système informatique, non. La cible, ce sont les personnes, les individus. Et attention, cette histoire de doxing, ce n'est pas juste un incident isolé qui sort de nulle part. En réalité, ça s'inscrit dans un contexte beaucoup plus large, une sorte de toile de menace numérique qui pèse sur tous les responsables publics. D'ailleurs, ce n'était pas la première alerte, loin de là. Il faut se souvenir qu'en novembre 2024, plusieurs députés s'étaient déjà fait pirater leur compte Telegram à cause de liens frauduleux. Ce qui est intéressant avec la fuite de février 2026, c'est qu'on voit une vraie évolution dans les tactiques. On passe du piratage direct de compte à une attaque qui est, elle, purement informationnelle. Parce qu'il n'y a pas que les fuites de données. Il y a une autre menace qui monte en puissance, c'est ce qu'on appelle l'ingénierie sociale. L'idée, c'est de ne plus attaquer la machine, mais de manipuler l'humain pour qu'il compromette lui-même sa sécurité. Un exemple très concret pour que tout le monde comprenne bien, c'est une technique qu'on surnomme click fix. Imaginez, vous naviguez tranquillement, et là, hop, une fausse fenêtre d'erreur apparaît. Elle ressemble à s'y méprendre à une vraie alerte de votre navigateur. Elle vous dit qu'il y a un bug, mais pas de panique, elle vous donne des instructions très claires pour le réparer. Et c'est ça qui est malin. Cette technique montre parfaitement comment les attaquants jouent sur nos habitudes. Ils imitent des choses qu'on voit tous les jours, des interfaces familières pour nous mettre en confiance, des faux captcha pour prouver que vous êtes humain, des fausses fenêtres de connexion. Le but est toujours le même,
endormir notre méfiance en utilisant des visuels qu'on connaît par cœur. Et le mécanisme, franchement, il est d'une simplicité terrifiante. Étape 1, le faux message apparaît à l'écran. Étape 2, on vous demande de copier une ligne de texte, soi-disant pour régler le problème. Étape 3, on vous guide pour la coller et l'exécuter dans un outil système, genre PowerShell, et là, le piège se referme. Le texte que vous venez de coller, ce n'est pas une solution, c'est un virus. C'est une commande qui infecte votre ordinateur. Bon, tout ça, ça nous amène forcément à la question de fond, notre dernière partie, la démocratie qui se retrouve dans le viseur du numérique. Parce qu'au final, on parle de cet équilibre hyper fragile entre la transparence, la sécurité et ce que ça veut dire être une personnalité publique aujourd'hui. Alors, face à cette suite, comment les institutions ont-elles réagi? Eh bien, ça n'a pas traîné. Il y a eu 2 actions majeures. D'abord, un signalement direct au procureur de Paris, en s'appuyant sur l'article 40 du Code de procédure pénale. Ensuite, une alerte a été lancée sur Pharos, la plateforme du gouvernement qui sert justement à signaler les contenus illicites en ligne. Mais au fond, cette affaire, elle met le doigt sur un dilemme hyper compliqué. Un élu, par définition, doit être accessible. Il doit pouvoir échanger avec les gens qu'il représente. Mais cette accessibilité, cette ouverture, eh bien, c'est précisément ça qui le rend vulnérable. C'est un vrai casse-tête. Il faut bien comprendre une chose. Le doxing, ce n'est pas juste une question de vie privée ou de protection des données. C'est bien plus que ça. C'est une véritable arme qu'on utilise pour harceler, pour intimider. Le but final, c'est de faire taire des gens dans le débat public. Et ça, c'est une menace frontale, directe, contre la démocratie elle-même. Et tout ça nous laisse avec une dernière question. Une question vraiment essentielle. Dans une démocratie ouverte comme la nôtre, comment fait-on? Comment est-ce qu'on protège nos représentants sans pour autant construire des forteresses numériques autour d'eux, sans les couper complètement de la population? C'est ça le vrai défi. Le défi immense que cet incident a brutalement mis sous les projecteurs.